Il ne s'agit pas de l'actualité, mais d'un événement qui s'est produit il y a 6 ans. À l'époque, ma première femme, Lisa, m'a quitté pour un homme plus jeune, et 6 ans plus tard, elle est réapparue devant moi. J'avais un enfant adorable qui allait bientôt avoir 1 an, j'avais 41 ans et j'étais marié à l'époque. Cette histoire nous transporte au début de la trentaine. J'avais 29 ans lorsque je me suis marié avec ma première femme, Lisa, qui en avait 23 à l'époque. Nous nous sommes tout de suite bien entendus. Lisa commençait sa carrière de styliste de mode, et je créai ma propre entreprise après avoir passé 5 ans dans l'industrie du logiciel. Mon entreprise ne me rapportait pas des millions de dollars, mais elle marchait plutôt bien pour un nouveau venu, et me rapportait suffisamment d'argent pour vivre confortablement. Je vivais seul lorsque Lisa a emménagé dans mon appartement après quelques mois de fréquentation. Les détails sont un peu flous aujourd'hui en raison du temps qui passe. À l'époque, c'était une femme captivante. Rétrospectivement, je constate que sa personnalité colorée a largement contribué à me faire tomber amoureux d'elle. Même lors de la première rencontre à la fête, elle était sociable et incroyablement séduisante. On la remarquait. Je sais que cela peut sembler superficiel, mais lorsque vous êtes jeune, et 29 ans est encore un âge assez jeune, la maturité suit généralement plus tard. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant d'organiser un mariage somptueux. Lisa espérait un mariage de rêve. Le perfectionnisme était son obsession. Depuis son plus jeune âge, elle organisait son mariage idéal. Les 2 premières années de notre mariage se sont déroulées sans encombre, et je m'en souviens parce que c'était un trop important dans mon argent, mais je ne l'ai pas vraiment réalisé à l'époque parce que j'étais trop occupé à essayer d'être le petit ami-mari parfait pour Lisa. Je ne me souviens d'aucune dispute importante à cette époque. Après notre 2e anniversaire de mariage, les choses ont commencé à changer, car Lisa s'est inscrite à un master en mode. Elle rêvait de travailler à Hollywood ou, à tout le moins, pour une chaîne de télévision universitaire. Elle s'est liée d'amitié avec un groupe de jeunes chômeurs âgés d'une vingtaine d'années. Ils enthousiasment Lisa parce qu'ils sont jeunes et délurés. Lorsqu'elle a commencé à parler de se marier trop jeune et d'autres choses du même genre, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une phase passagère de FOMO, Fear of Missing Out. Je pensais qu'elle finirait par passer à autre chose et qu'elle se rendrait compte que la vie ne se résume pas à sortir et à avoir des aventures sans lendemain. Au lieu d'aller de l'avant, elle a continué à vivre de cette manière. À cette époque, elle a commencé à sortir tard, à faire des randonnées et à organiser de nombreuses soirées pyjama. Comme je pensais que tout allait bien dans ma vie personnelle, je me suis surtout concentré sur la résolution des difficultés professionnelles. Alors que mon entreprise venait juste de démarrer, j'ai supposé qu'après avoir terminé le programme de 18 mois, elle laisserait ce mode de vie derrière elle. Or, elle a continué dans cette voie même après avoir obtenu son diplôme. Mon entreprise a subi de lourdes pertes pendant cette période, et j'étais dans une situation de faillite incroyable. Au lieu de m'aider, elle a semblé se moquer de ma décision de diriger une entreprise, sans reconnaître que même pendant son programme de maîtrise, lorsqu'elle était employée, son salaire était nettement inférieur au mien. J'avais donc renoncé à m'occuper de la maison et je la laissais dépenser cet argent. Pour sa part, Lisa est tombée profondément amoureuse d'un homme issu de son programme de maîtrise, qui a été embauché comme assistant dans l'un des bureaux de design les plus prestigieux de la ville. Elle a commencé à me comparer à lui. Citant tout, de sa réussite professionnelle précoce à son sens de l'humour, ses capacités de décision et sa condition physique. À l'époque, je travaillais 12 ou 14 heures par jour pour développer mon entreprise, négligeant souvent ma santé, ce qui n'était pas conseillé. Je n'étais pas en surpoids, mais je n'étais pas non plus très tonique avec une mâchoire bien marquée. Pour être honnête, j'étais vraiment fatigué et préoccupé par mon travail, qu'elle trouvait ennuyeux. Elle a fini par se tourner vers cette personne pour trouver du réconfort. En tant que stagiaire, il avait beaucoup de temps à consacrer à Lisa. Un jour, en rentrant à la maison, j'ai trouvé un message sur mon réfrigérateur. Il avait peut-être un bon sens de l'humour ou quelque chose d'autre qu'elle recherchait. Voici l'idée générale du message. Je suis désolé, mais j'ai dû laisser ce mot parce que je ne peux pas te regarder en face. Je ne t'aime plus. Léo, le gars, et moi allons à Los Angeles. Tu ne me fais ni rire ni sourire, mais lui, oui. Ne m'appelle pas, s'il te plaît. Je ne répondrai pas. Je suis parti. Même si ce ne sont pas exactement les bons mots, ils transmettent l'idée principale. Mon monde s'est effondré et j'ai été anéanti, mais, comme on dit, les temps difficiles passent.
J'ai choisi de concentrer mon chagrin sur mon entreprise, et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à se développer rapidement. Cela s'est avéré être une bénédiction déguisée. 2 ans plus tard, j'ai rencontré Sophie lors d'une conférence professionnelle. Après nous être rapprochés et avoir commencé à sortir ensemble, nous sommes aujourd'hui heureux en ménage et avons une fille âgée de 10 mois. Tout est parfait dans la vie de Sophie, elle est gentille, empathique et, surtout, elle possède tous les attributs qui manquaient à Lisa. Mon ami, jusqu'à la semaine dernière, j'avais presque oublié les détails que je viens de mentionner. Ces souvenirs ont été déclenchés par un événement qui s'est produit. Oui. Lisa est revenue dans ma vie. Ma première femme, qui m'avait quitté pour un homme plus jeune, est venue me voir à mon bureau pour me demander de l'aide. Au début, je n'ai pas pensé qu'elle était éblouissante. Je savais qu'elle avait une fille de 3 ans et un bébé qui n'avait probablement que quelques mois. Elle était pâle et malheureuse. J'aurais pu refuser de la rencontrer si je ne l'avais pas vue dans la salle d'attente. Dès qu'elle est entrée dans mon bureau, elle a semblé incroyablement désolée. Sa fille est restée dans le hall d'entrée pendant qu'elle s'effondrait. C'était vraiment traumatisant de la voir après si longues années, et elle s'est excusée abondamment tout en tenant son jeune fils et en sanglotant comme si elle souffrait beaucoup. Je l'avais adorée la dernière fois que je l'avais vue, mais maintenant que nous nous rencontrions en tant qu'étrangers sans aucun lien entre nous, je n'avais pas eu l'occasion de connaître son côté sombre ou d'en venir à la détester. Elle a précisé qu'elle avait trouvé la maison vendue à son retour. J'avais acheté une maison plus grande et plus confortable dans un quartier plus agréable après avoir vendu la maison dans laquelle Lisa et moi avions vécu, que j'avais vendue lorsque j'avais épousé Sophie, ma seconde femme. Lisa ne savait pas que j'étais marié. Elle a révélé qu'elle avait été maltraitée et soupçonnée par Léo après la naissance de leur fille. Lorsqu'elle l'a confronté, il l'a trompée alors qu'elle était enceinte. Ayant 6 ans de moins qu'elle, il était dépendant d'elle et avait du mal à gagner sa vie, si bien qu'il se moquait de son âge et de sa beauté déclinante. Elle a supporté ses plaisanteries. Elle a parlé de sa deuxième grossesse comme d'un événement pitoyable, disant que Léo ne s'était même pas présenté à l'hôpital lors de l'accouchement. Se sentant honteux, il traitait les gens de grosses fourmis et de vieux. Elle a choisi de quitter Los Angeles et l'a laissé derrière elle, même si, après qu'elle m'a quitté, j'avais espéré qu'elle vive une vie misérable. Apprendre sa véritable souffrance ne m'a pas satisfait. Je me sentais mal pour elle à cause de cela. Elle s'est mise à s'excuser, à demander pardon et à mettre son malheur sur le compte du fait qu'elle m'avait blessé. Elle a reconnu qu'elle était trop jeune et naïve pour faire la différence entre les bonnes et les mauvaises personnes. Je l'ai alors informée que j'avais tourné la page, je l'ai rassurée et je lui ai offert mon pardon. En pleurs, elle m'a pris les mains et m'a supplié de la reprendre, me promettant d'être la meilleure des épouses. Ou tournant vers elle un cadre de photos de famille, j'ai retiré ma main et lui ai révélé que j'étais déjà marié et que j'avais un enfant. En regardant de près, elle s'est à nouveau effondrée. Je n'ai rien dit, car les mots me manquaient. Elle s'est levée et a dit que j'étais son seul espoir, mais qu'après avoir vu l'image, il semblait qu'elle n'en avait plus. Je n'ai rien dit et elle est partie après Lisa. J'ai immédiatement appelé Sophie et je lui ai tout raconté. J'étais manifestement déprimé et j'avais du mal à me concentrer au travail. Sophie s'est efforcée de me consoler en m'assurant que les problèmes de Lisa n'étaient pas de ma faute. C'était elle qui les avait causés. Je suis d'accord avec elle. Je suis conscient que Lisa a créé sa propre souffrance. Lisa ne m'a jamais répondu, ce qui m'a surpris. Je n'ai plus de nouvelles d'elle depuis que je suis passé à autre chose avec ma fille et que je suis tombé amoureux, mais je n'arrête pas de penser à Lisa et aux circonstances terribles dans lesquelles elle se trouve. J'en ai beaucoup parlé avec Sophie au cours de la semaine dernière. Sophie est une femme bien dans sa peau, mais elle reste humaine, et je ne veux pas la stresser en lui parlant trop souvent de Lisa. Je sais que Sophie est plus une amie que ma femme. Je veux qu'elle ne réfléchisse pas. Je continue à m'inquiéter pour Lisa. Même si je ne ressens plus rien pour Lisa, son retour inattendu et les informations sur son passé tragique m'ont perturbé. Je n'ai pas parlé de mon ex-femme, qui m'a quitté brutalement après plus de 5 mois après que je lui ai parlé de ma seconde femme et de son enfant et qu'elle est revenue dans ma vie, me suppliant de l'accepter à nouveau. Elle est partie et n'a pas repris contact avec moi jusqu'à il y a quelques jours, lorsqu'elle s'est présentée à mon bureau où mon ex-femme Lisa m'attendait, selon une note que mon assistante m'a apportée alors que j'étais en réunion. Son nom ne cessait de perturber ma concentration, quelle que soit l'importance de l'audience de la réunion. Lorsque je suis allé la voir après la réunion,
Lisa semblait encore plus bouleversée que lors de notre première rencontre. Elle m'a dit qu'elle était retournée voir Léo après avoir appris mon mariage, mais que la situation n'avait fait qu'empirer lorsqu'elle a interrogé Léo sur son adultère. Elle a appris récemment qu'il fréquentait d'autres femmes au travail. Il a reconnu avoir eu plusieurs liaisons et a prétendu que Lisa n'était plus jeune et attirante pour lui. Elle a révélé que la situation s'était aggravée au point qu'il l'avait agressée physiquement. Lisa m'a demandé un soutien financier, déclarant qu'elle avait essayé de trouver du travail mais qu'elle n'y était pas parvenue et elle n'avait pas occupé d'emploi pendant les 3 années précédentes, depuis qu'elle était tombée enceinte de son premier enfant, ce qui avait eu un impact négatif sur ses perspectives d'emploi. Elle a révélé que Léo ne pensait pas que le mariage était une bonne idée, c'est pourquoi il ne l'avait jamais épousée. Elle m'avait déjà qualifié de peu sophistiqué car il l'avait piégée dans cet arrangement lorsqu'ils avaient commencé à se fréquenter et elle regrettait d'avoir fait ce choix car, en cas de divorce, elle n'aurait eu droit à aucune aide financière. Elle aurait eu droit à une pension alimentaire s'ils avaient été mariés. Je lui ai demandé de combien elle avait besoin, mais elle n'a rien dit. J'ai pris la décision de lui remettre un chèque de 30 000 $ et de lui faire savoir que mon aide s'arrêtait là. Je lui ai conseillé d'utiliser l'argent pour repartir à zéro en louant un motel et lui ai suggéré de chercher un emploi, même si ce n'était pas dans le secteur de la mode, pour soutenir son mode de vie. Cette fois, elle m'a remercié pour l'argent et est partie. J'ai hésité à parler à Sophie de ma rencontre avec Lisa, mais après y avoir réfléchi, j'ai pris la décision de le faire afin d'éviter une relation tendue entre nous. J'ai parlé à Sophie de la demande d'argent de Lisa lorsque je suis rentré à la maison ce jour-là, car elle a remarqué mon attention et m'a demandé si quelque chose me dérangeait. Sophie a réagi avec retenue et elle n'a rien dit à propos de l'argent, mais elle m'a prévenu de ne pas laisser Lisa s'y habituer. Pour voler de mes propres ailes, je ne me suis pas fâché contre Sophie, car je reconnaissais ses inquiétudes et que c'était une réaction normale de sa part. Je l'ai convaincue que je ne ressentais plus rien pour Lisa et que si je l'avais aidée, c'était uniquement parce qu'elle était désespérée. Sophie a d'abord été un peu déprimée, mais elle s'en est vite remise. Je voudrais répondre à quelques remarques faites dans l'espace de discussion. Certains d'entre vous ont laissé entendre que je pourrais être encore amoureux de Lisa et que je pourrais tromper Sophie avec elle. Je le répète, ces présomptions sont totalement fausses. J'ai peut-être été surpris par l'arrivée soudaine de Lisa, car je ne m'attendais pas à ce qu'elle apparaisse dans cet état. Je n'étais pas enthousiaste à l'idée de la voir. Pas même lors de notre deuxième rencontre. J'ai tourné la page sur le traitement terrible qu'elle m'a infligé. Qui était humiliant et qui a fini par me quitter, mais je me souviens encore de l'aide que je lui ai apportée, comme j'aurais aidé n'importe qui d'autre dans le besoin. C'est particulièrement vrai à la lumière de tout ce que j'ai fait pour elle. Ce fut la période la plus difficile de ma vie. Il n'est jamais facile d'être abandonné après 4 ans de mariage. Vous pouvez être sûr que je ne veux pas mettre en danger ma vie extraordinaire avec Sophie. Je sais exactement quelles limites je dois respecter avec Lisa. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'une critique des remarques de qui que ce soit. Tout ce que je voulais faire, c'était clarifier ma position, et si quelque chose de notable se produit, je vous le ferai savoir. Je vous remercie pour toutes vos remarques, elles m'ont permis de rester responsable et de garder les pieds sur terre, comme je l'ai précisé dans la précédente mise à jour. J'en ai également parlé avec Sophie. Je lui ai donné ma parole que je l'aimerai toujours et que je serai dévoué à notre mariage. C'est une femme confiante, mais je voulais m'assurer qu'elle comprenait mes intentions. J'ai ressenti une grande liberté en partageant mes sentiments avec elle. Sophie m'a dit qu'elle me faisait confiance, mais qu'elle craignait que je ne finisse par me réconcilier avec Lisa. Sophie a été mon roc quand j'en avais le plus besoin, et elle est aussi la mère de ma fille. Je ne pourrai jamais la décevoir. Une semaine plus tard, Lisa m'a envoyé un nouveau message pour me demander de l'aide pour la procédure de location de sa maison. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas m'engager dans ce genre de choses, car j'étais occupé. Elle a continué à m'envoyer des messages, me disant que sa vie était devenue horrible et qu'elle se sentait seule. Elle essayait essentiellement de se présenter comme une victime. Elle a continué à me contacter, et je promets que je n'ai pas tenu compte de ses communications, les considérant comme du spam. Elle a flirté avec moi, m'envoyant des icônes de cœur et des émojis amoureux, et j'ai été pris au dépourvu. Je lui ai dit que j'étais mal à l'aise et l'ai supplié d'arrêter. Elle a persisté à vouloir rester amie, mais lorsque je lui ai dit que j'avais Sophie à la maison comme amie et que je n'en avais pas besoin d'une autre, elle a temporairement pris ses distances, puis a recommencé à m'envoyer des messages et des photos d'amour. Je ne voulais pas contrarier ma femme, Sophie,
et je lui ai donc dit que si elle continuait à me dire à quel point notre contact la mettait mal à l'aise, je la bloquerais. Après cela, elle a arrêté, et comme c'était mon anniversaire la semaine dernière, j'avais préparé un cadeau spécial pour Sophie. J'ai planifié un voyage de dernière minute aux Bahamas et j'ai enregistré sa réponse. Nous avons séjourné dans un hôtel somptueux, que j'ai révélé sur les médias sociaux lorsque j'ai partagé l'emplacement. Je me suis laissé tenter par un petit déjeuner buffet flottant sur la mer, j'ai dîné aux chandelles dans les bois et j'ai participé à toute une série d'activités romantiques dans les Caraïbes à la Big Seed Royal Suite. Normalement, je ne suis pas sur les médias sociaux, mais cette fois-ci, j'ai partagé quelques photos avec des remarques significatives. Oui, en partie pour le bénéfice de Lisa. Je ne l'ai pas fait pour montrer à Lisa que j'étais vraiment heureux avec Sophie, et vous savez ce qui a marché, après avoir vu ces photos, Lisa ne m'a plus jamais contacté. Je ne m'inquiète pas si les gens pensent que je suis immature. En fait, elle m'a supprimé de tous les sites de réseautage social. Cela m'a fait plaisir. J'espère qu'elle cessera de m'importuner. Bonjour, mise à jour, et merci pour tous vos gentils mots. Oui, nous avons fait un voyage extraordinaire aux Bahamas. Je pensais que Lisa comprendrait et ne me dérangerait plus avec mon état actuel, mais je me trompais. Quelques jours auparavant, mon assistante m'a informé de sa réapparition à mon bureau. Lors de nos précédentes rencontres, je l'avais volontairement fait attendre quelques heures. Lorsque je l'ai finalement rencontrée, j'ai peut-être donné un mauvais message parce que je l'avais rencontrée tout de suite. J'ai fait semblant d'être occupé et j'ai à peine entendu ses paroles. Elle s'est effondrée en larmes une fois de plus, disant qu'elle ne pouvait pas s'occuper correctement de ses enfants et que sa vie était en train de s'effondrer. Pressée par le temps, je lui ai demandé d'aller droit au but. Elle a rougi, manifestement offensée par mon ton. Elle m'a demandé de l'argent de manière directe et concise. Sophie m'avait prévenu que les besoins financiers de Lisa ne devaient pas devenir une habitude et qu'elle donnait l'impression d'être exigeante lorsqu'elle disait avoir besoin d'une maison ou d'au moins 100 000 $. Même si je gagnais bien ma vie, cet argent ne lui permettait pas d'acheter une maison, alors je lui ai dit que je ne pouvais pas le lui donner. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de 60 à 70 000 $ pour repartir à zéro, ce qui lui aurait permis de payer une maison, d'autres dépenses et d'envoyer ses enfants à l'école. Je ne sais pas si elle avait l'impression de mériter mon argent et je l'ai informée que, même si je comprenais sa situation, elle ne devait pas avoir le droit d'exiger quoi que ce soit. Je ne lui dois rien du tout. Le suis-je, étant donné que c'est elle qui m'a abandonné au profit d'un autre mode de vie? Sa demande m'a mis hors de moi. Je me suis demandé comment je pouvais être responsable de sa vie et comment elle pouvait se sentir en droit d'exiger mon argent. Je l'avais déjà aidée par gentillesse. N'entendant plus rien, elle s'est effondrée en larmes. J'étais fatigué de la voir dramatiser lorsque j'évoquais le côté charitable. J'en avais fini avec ma sympathie pour elle. Lorsqu'elle a fini de pleurer, je lui ai donné assez d'argent pour louer une maison et chercher du travail, mais elle n'a fait ni l'un ni l'autre. Je l'ai informée qu'elle ne pensait pas ce que vous disiez à propos de la charité quand elle m'a soudainement attrapé la main. Ce n'était rien d'autre qu'un acte de charité, et je pensais chaque mot. Elle a pleuré et a fait une réclamation. Même si tu mens, tu tiens toujours à moi. J'ai repoussé sa main en lui disant de ne plus jamais s'approcher de moi. J'ai laissé éclater ma rage refoulée et je lui ai dit ce que je pensais, en lui faisant comprendre que je n'aimais que Sophie et mon enfant. Je lui ai fait remarquer qu'elle avait rabaissé mes sentiments et mes émotions en choisissant un partenaire plus jeune que moi. Elle devait vivre avec sa décision maintenant qu'elle l'avait prise. Elle s'est levée et a dit que je l'avais humiliée lorsqu'elle était venue demander de l'aide. Je l'ai informée que j'en avais fini avec sa victimisation. Maintenant que j'avais tout essayé pour l'aider, j'en avais fini. Elle essayait de profiter de moi et j'ai cédé à ses manipulations et à ses actions menaçant le mariage. Je n'ignorais pas ses motivations, je l'ai fait savoir. Après cette dispute, elle a quitté mon bureau en claquant la porte. Je lui ai crié de ne plus me dévoiler son visage. Elle a fermé la porte de mon bureau derrière elle, sans répondre. Elle n'a peut-être pas tiré d'humilité de sa souffrance, mais c'était sa décision. Pour ma part, j'en ai fini avec elle. J'ai donné des instructions à mon bureau d'accueil. Lisa ne sera plus autorisée à entrer dans le bureau et sera refoulée si elle tente d'entrer. En outre, je l'ai bloquée sur toutes les applications de messagerie. Elle n'a aucun moyen de me contacter. Avec Sophie et mon enfant,
j'ai une belle vie et je refuse de laisser mon passé la gâcher. C'était un récit plein d'humour. Passons maintenant à la prochaine histoire intéressante, Second Story. Je n'arrive pas à croire que je me sois retrouvé dans une telle situation. Restez à l'écoute malgré le fait que beaucoup de gens essaient de me parler. Je n'ai vraiment parlé à personne de ce qui s'est passé. Je suppose que j'ai besoin d'évacuer la pression avant d'en parler à qui que ce soit. Après 4 ans de relation, ma petite amie et moi avons annoncé nos fiançailles le week-end dernier. Je n'ai eu aucun problème avec son enterrement de vie de jeune fille, surtout après avoir appris l'itinéraire. Elle prévoyait de louer une grande maison spacieuse d'environ 4 chambres par l'intermédiaire d'Airbnb ou d'un service similaire afin d'organiser une fête débridée et de sortir le jour de la célébration. Elle se trouvait dans mon appartement, un appartement de 2 chambres où j'ai un bureau à domicile dans l'une des pièces. Je suis un investisseur indépendant. Après avoir fait tous les préparatifs nécessaires, elle a rencontré ses amis et nous avons échangé quelques textos, mais lorsque la fête s'est intensifiée, nos échanges ont cessé, de sorte que j'ai pensé qu'ils s'amusaient simplement après minuit. Alors que je me préparais à aller me coucher, j'ai réalisé que l'ordinateur de mon bureau était toujours allumé et il s'est avéré que ma fiancée avait laissé sa messagerie ouverte sur l'ordinateur et que l'écran n'affichait qu'un économiseur d'écran. Elle et ses amis avaient tout organisé dans un chat de groupe, auquel ils avaient ajouté de nombreux films. J'ai commencé à regarder quelques vidéos par curiosité. La plupart d'entre elles étaient vraiment naïves. Une quinzaine de filles s'amusent, fument, dansent et se saoulent. Ensuite, j'ai vu une vidéo dans laquelle une femme déverrouillait la porte d'entrée et une dizaine d'hommes entraient dans la résidence. Je n'ai pu identifier personne et je ne connaissais aucun d'entre eux. Quelques vidéos montrant des hommes et des femmes en train de boire et de danser étaient disponibles. Le pire s'est ensuite produit. Dans une vidéo, on voyait mon fiancé embrasser un homme sur le canapé avant de s'arrêter, de se retourner et de passer à un autre homme. Ensuite, une vidéo la montrait entrant dans une chambre à coucher avec les 2 hommes. En outre, il y avait une vidéo les montrant en train de sortir. Cependant, malgré les horodatages indiquant que c'était juste 5 minutes plus tard, cela n'avait pas vraiment d'importance pour qui que ce soit. Je savais que de tels films auraient pu être enregistrés à 1 heure d'intervalle et partagés simultanément. J'ai eu l'impression de faire les 100 pas après avoir réalisé que tout cela m'avait frappé comme un coup de massue. Je suis allé aux toilettes parce que je craignais d'être malade, même si je ne l'étais pas. J'ai passé environ une demi-heure dans l'appartement avant de me servir un verre de whisky et de le finir. J'ai pris quelques instants pour enregistrer un rapide hello selfie et j'ai sauvegardé la séquence. Moi, votre ancien fiancé, je me présente sous ce nom. Je voulais juste te faire savoir que le mariage était annulé après avoir regardé les enregistrements de la fête. Mon téléphone a commencé à sonner avec des appels et des textes en moins de 10 minutes, donc je suis heureux d'avoir sauvegardé les vidéos. J'espère que cela en valait la peine. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux au début, c'était juste ma copine qui m'envoyait un texto pour me dire que ce n'était pas ce qu'il semblait y avoir et qu'elle pouvait m'expliquer. Son ami a ensuite commencé à ajouter ses propres réflexions. Je n'ai pas répondu et j'ai choisi d'ignorer tout le monde. À l'improviste, j'ai reçu une demande de chat vidéo et je dois admettre que ma curiosité l'a emporté. J'ai pris l'appel, mais je n'ai rien dit. À l'autre bout du fil, assise devant la caméra, se trouvait ma fiancée. Elle semblait avoir pleuré et ses amis étaient rassemblés autour d'elle. J'ai reconnu plusieurs d'entre eux, mais je n'en connais que 4. Elle a commencé par s'excuser encore et encore, disant à tout le monde qu'il s'agissait simplement d'une fête et que ce n'était pas ce que l'on croyait. Elle a également déclaré que l'apparition du type n'était pas intentionnelle. Elle a admis que, bien que cela ait pu être gênant, mon silence n'avait pas eu de conséquences réelles. Elle a continué de la même manière et ses amis ont confirmé ce qu'elle avait dit. Plus je restais silencieux, plus elle s'énervait. Elle a fini par reconnaître avoir embrassé les 2 garçons, mais elle a rejeté la responsabilité sur ses amis, qui l'ont accepté de manière inattendue. C'est tout ce qu'il y avait à faire, a-t-elle affirmé. Les baisers ne signifiaient rien. Elle a ensuite commencé à crier que c'était une blague et qu'il ne s'était rien passé, comme si elle se souvenait des images où on la voyait entrer dans la chambre. Mon fiancé était entré dans la chambre et en était reparti aussitôt, et les autres femmes lui ont confirmé qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Elles ont continué à se répéter ainsi. Lorsque tout le monde s'est enfin tu, je lui ai demandé si elle avait quelque chose à ajouter, et elle a répondu par la négative. Sur ce,
J'ai mis fin à la connexion vidéo, je suis allé sur les réseaux sociaux et j'ai annoncé l'annulation du mariage, tout en changeant mon statut de relation en célibataire. J'ai même fait une remarque amusante en disant que tous ceux qui avaient acheté un cadeau pouvaient le renvoyer. Après avoir lu le message, mon fiancé a eu encore plus peur et a insisté sur le fait qu'elle avait simplement embrassé quelqu'un. Je lui ai envoyé un texto pour lui dire que je diffuserais immédiatement toutes les séquences en ligne si je pensais qu'elle ou l'un de ses amis mentait ou essayait de me faire passer pour une mauvaise personne. Personne d'autre ne sait ce qui se passe. Tout cela a eu lieu, j'ai annulé tout ce qui concernait le mariage il y a quelques jours, mon fiancé est toujours à mes trousses. Alors si vous avez des idées sur ce que je devrais faire ensuite, n'hésitez pas à m'en faire part. La nouvelle est simple, tout a été annulé. Officiellement, le mariage n'aura pas lieu. Après avoir récupéré la bague, j'ai emballé toutes ses affaires et je suis maintenant chez ses parents. Nous avons parlé, mais elle n'a fait que plaider, s'excuser et sangloter. Elle affirme catégoriquement qu'elle n'a fait qu'embrasser les garçons, qu'elle n'a jamais rien fait de tel auparavant et qu'elle jure que cela ne se reproduira plus. Le problème, c'est que cet incident m'a rendu méfiant à l'égard de notre relation dans son ensemble, mais une partie de moi voulait la croire. Même si je pense qu'elle dit peut-être la vérité, le problème fondamental est qu'il est impossible d'en être certain. Nous avons tourné en rond car, en fin de compte, il n'y a aucun moyen de savoir avec certitude s'il est vrai que ses copains l'ont forcé à le faire. D'ailleurs, comment croire qu'ils ne l'ont pas déjà fait? Elle a dit qu'elle ferait tout, y compris rompre ses amitiés et limiter sa consommation d'alcool. Elle a peut-être déjà coupé les ponts avec ses amis après les avoir critiqués bruyamment en ligne et avoir affirmé que nous serions encore en train de nous marier si la fête avait respecté le plan initial. Pour l'instant, tout ce que j'ai à dire, c'est que je suis célibataire et que j'ai l'intention de vivre pleinement ma vie. Après avoir mis fin à une relation de 4 ans, je vais probablement prendre du temps pour moi dans ma vie. Étonnamment, quelques-unes de ses amies m'ont également envoyé des messages pour des conversations informelles. C'est pourquoi je n'ai pas encore répondu. Eh bien, il est difficile de leur faire confiance non plus.